Mardi 17 octobre 2023, 6h30 du matin. L'aube peinait à percer les cimes déchiquetées des Pyrénées ariégeoises, près de Saint-Girons, enveloppant le paysage d'une obscurité mordante. Le vent, impitoyable, fouettait le visage rougi et tuméfié de Manon Dubois, une jeune femme de, à peine 20 ans. Chaque rafale semblait arracher un peu plus de sa force déjà vacillante. Ses vêtements, jadis simples, étaient plus que des lambeaux collés à sa peau par la boue et l'humidité. Ses mains, écorchées et ensanglantées, témoignaient d'une nuit de fuite désespérée à travers un terrain hostile. Elle titubait sur un chemin de terre gorgé d'eau, le souffle court, des traînées de boue mêlées à des larmes séchées marquant ses joues. Le silence assourdissant de cette aube montagnarde, était rompu que par le sifflement lugubre du vent et les battements frénétiques de son propre cœur, un tambour de peur et d'épuisement résonnant dans ses tempes. Chaque pas était une victoire sur la douleur, chaque inspiration un combat contre le vide qui menaçait de l'engloutir. Manon avançait, animée par une volonté de fer forgée dans des années de privation et de résignation. Elle fuyait un passé dont elle ne se souvenait pas avoir choisi. Un présent qu'elle ne voulait plus subir. C'était la première fois depuis ses 12 ans, depuis une enfance volée, qu'elle osait éloigner de son village reclus, de ce lieu qui l'avait emprisonné. Soudain, à travers le brouillard tenace et la pénombre, des lueurs vacillantes apparurent au loin. Les lumières faibles d'une ferme isolée, promesse lointaine d'un refuge. Une bouffée d'espoir, aussi fragile soit-elle, traversa son corps martyrisé. Malgré la terreur qui étreignait encore son estomac, malgré la fatigue qui alourdissait ses membres à chaque mouvement, Manon rassembla ses dernières forces. Ses jambes, qui refusaient de coopérer quelques instants plus tôt, trouvèrent une énergie insoupçonnée. Elle courut, ou du moins ce qui ressemblait à une course, vers ses phares de salut, son regard un mélange poignant de terreur pure et d'une détermination farouche à ne jamais revenir en arrière. Manon, les dernières forces l'ayant quittée, s'effondra devant la porte massive de la ferme. Un homme âge mûr, Jean-Luc, au visage buriné par le vent mais au regard bienveillant, l'y découvrit, recroquevillée et à peine consciente. Sa femme, Marie, accourut, et ensemble, ils la portèrent à l'intérieur, dans la chaleur âcre d'une cuisine où crépitait un feu de bois. L'odeur du café et du pain frais, un contraste saisissant avec l'humidité glaçante de l'extérieur, commença à la ramener à elle. Marie lui donna une couverture épaisse, puis une tisane chaude. Manon tremblait de tout son corps, pas seulement à cause du froid, mais d'une terreur profonde qui refusait de la quitter. Ses yeux, d'un bleu délavé par la peur, balayaient la pièce, cherchant une menace invisible. Le silence de la ferme, si différent de celui oppressant des montagnes, était une bouée de sauvetage inattendue. Elle était enfin en sécurité, du moins pour l'instant. Après de longues minutes, le corps de Manon cessa de convulser. Marie, assise près d'elle, lui parla doucement, avec la patience d'une mère. « Qui êtes-vous, mon enfant? Que vous est-il arrivé ?» Les mots sortirent de la bouche de Manon avec difficulté, un murmure rauque et saccadé. « Manon Dubois. Je me suis enfuie. » Elle raconta par bribes l'isolement, les règles strictes, le clan Vidal, dont elle portait le nom par alliance forcée. Elle décrivit un monde, où les mariages étaient arrangés non par amour, mais pour garder la terre, le sang pur, des unions entre cousins, décidées par le patriarche, Gaston Vidal. Jean-Luc et Marie écoutaient, incrédules, leurs visages se durcissant à mesure que l'horreur des mots prenait forme. Comment une telle chose pouvait-elle exister, si près d'eux, dans les Pyrénées du XXIe siècle? Devant l'ampleur et la gravité du récit de Manon, Jean-Luc n'hésita pas. Malgré la réticence naturelle des habitants des vallées isolées à se mêler des affaires d'autrui, il composa le numéro de la gendarmerie de Saint-Girons. Quelques heures plus tard, le capitaine Sophie Leclerc de la brigade de recherche arriva à la ferme, son visage marqué par la fatigue d'une nuit courte, mais son regard vif et perçant. Elle écouta le témoignage fragmenté de Manon, prenant des notes méticuleuses. L'histoire d'un clan vivant en autarcie, pratiquant des mariages consanguins forcés, heurtait de plein fouet les principes de la République française. La liberté de consentement au mariage, un pilier de la loi, était ici bafouée de la manière la plus brutale. Le capitaine Leclerc savait que cette affaire allait être complexe, loin des délits habituels. L'enquête préliminaire débuta dans un silence pesant. Le capitaine Leclerc et son équipe se heurtèrent rapidement à une omerta quasi totale autour du nom des Vidal. Les rares habitants du coin, interrogés avec précaution, ne connaissaient les Vidal que de loin, comme une famille, à part, très fermée,
qui ne se mêlait pas aux autres. Aucune information concrète, aucune plainte n'avait jamais été enregistrée. Était la difficulté majeure de ces cas d'emprise familiale. Le secret et la peur tenaient les victimes captives, invisibles aux yeux de la loi. Pourtant, l'article 222-14-4 du Code pénal était clair. Contraindre une personne au mariage est un crime passible de lourdes peines. Leclerc savait qu'il faudrait plus que des rumeurs pour démanteler un système aussi profondément enraciné. Il fallait des preuves, et surtout, briser la peur. Le silence qui entourait le clan Vidal n'était pas un simple manque d'informations, mais le fruit d'une omerta bien ancrée, une loi non écrite, régissant les vallées profondes des Pyrénées. Le capitaine Sophie Leclerc le savait. La gendarmerie de Saint-Giron, habituée aux affaires courantes, se retrouvait face à un mur invisible, mais palpable. Après le témoignage de Manon, l'équipe s'organisa. Il fallait aller au-delà des rumeurs, des « on-dit » qui faisaient des Vidal une famille, à part. La première étape consistait à éplucher les registres des états civils des communes environnantes, une tâche fastidieuse mais essentielle pour débusquer la moindre anomalie, le plus petit indice qui confirmerait les dires de la jeune femme. Chaque document, chaque nom, chaque date était passé au crible, à la recherche d'une histoire cachée sous la poussière des archives. Le travail d'investigation étendit rapidement au-delà des registres locaux. Le capitaine Leclerc ordonna à ses équipes de consulter les archives départementales et nationales, une démarche rarement entreprise pour des affaires de cette nature. L'objectif était de reconstituer l'arbre généalogique du clan Vidal sur plusieurs générations, de déceler des schémas matrimoniaux inhabituels. Les gendarmes passaient des heures penchés sur de vieux manuscrits, des actes de naissance et de mariage jaunis, cherchant des répétitions de noms de famille, des unions trop fréquentes entre cousins germains ou issus de germains, qui, bien que légales sous certaines conditions en France, devenaient suspectes par leur systématisation et leur fréquence au sein d'un groupe aussi restreint. Parallèlement à la recherche archivistique, les tentatives d'interroger les habitants des hameaux voisins se poursuivaient, non sans difficulté. La méfiance était palpable, les regards fuyants. Personne ne voulait parler des Vidal, pas par malveillance, mais par une peur diffuse, une sorte de respect mêlé d'appréhension pour cette famille si recluse. Les réponses étaient évasives, je ne les connais pas bien, ils vivent de leur côté, on ne se mêle pas de leurs affaires. Cette omerta-haine était pas seulement le fruit de l'isolement géographique, mais aussi d'une culture du silence profondément enracinée, où l'intrusion dans la vie d'autrui était proscrite. Les gendarmes comprirent vite que l'on ne briserait pas ce mur par la force, mais par la patience et la preuve irréfutable. C'est finalement dans la froideur des archives que les premières brèches apparurent. Après des jours de recherche minutieuse, les enquêteurs mirent en lumière des anomalies statistiques flagrantes. Les registres révélaient une concentration étonnante de mariages entre un nombre très limité de noms de famille, tous liés au Vidal, sur près d'un siècle. Les unions exogames étaient quasi inexistantes. De plus, plusieurs naissances présentaient des parents portant des noms de famille identiques, ou des lignées, où la consanguinité était manifeste par la répétition des prénoms et patronymes à travers les générations. Ces découvertes, bien que ne prouvant pas le mariage forcé en soi, fournissaient un cadre factuel troublant, accréditant l'hypothèse d'un système endogame et isolé, tel que décrit par Manon. Ces éléments documentaires, combinés au récit poignant de Manon, donnèrent une nouvelle impulsion à l'enquête. Le capitaine Leclerc avait désormais des preuves concrètes d'un fonctionnement familial hors norme, d'une endogamie poussée à l'extrême, qui corroborait les allégations de la jeune femme. Il ne s'agissait plus seulement d'un témoignage isolé, mais d'un faisceau d'indices qui pointait vers une organisation clanique défiant les lois de la République et les droits fondamentaux de l'individu. Forte de ces premières découvertes, la gendarmerie put préparer la phase suivante de l'opération, celle qui allait les mener directement au cœur du domaine des Vidal, afin de confronter le patriarche Gaston à la réalité de ses pratiques. La capitaine Leclerc savait que la suite de l'enquête ne serait pas une simple formalité. Forte des preuves d'endogamie systématisée, elle se heurta d'abord à la lourdeur administrative. Obtenir les autorisations nécessaires pour une opération d'une telle envergure, impliquant une intrusion dans une propriété privée, et la possible interpellation de plusieurs individus, exigeait une coordination minutieuse avec le procureur de la République. Chaque étape, de la rédaction des réquisitions aux demandes d'effectifs supplémentaires, prenait un temps précieux. Le système judiciaire, conçu pour la rigueur et la prudence, réagissait avec une lenteur inhérente, face à une affaire aussi atypique, loin des cadres habituels de la délinquance rurale.
Il fallait justifier chaque demande, expliquer l'urgence et la gravité d'une situation que beaucoup peinaient encore à concevoir pleinement. Au-delà de la bureaucratie, une résistance plus insidieuse se faisait sentir. Certains acteurs locaux, habitués à la quiétude des vallées et à une certaine forme de vivre ensemble, où les affaires de chacun restaient privées, manifestaient une prudence excessive. L'idée qu'un clan puisse opérer en marge des lois de la République, pratiquant des mariages forcés au vu et au su, ou plutôt à l'insu de tous, était difficile à accepter. Des voix élevées, non pas pour défendre les Vidal, mais pour questionner la nécessité d'une intervention aussi frontale, craignant de déstabiliser une paix sociale précaire. Cette réticence, souvent inconsciente, ajoutait une couche de complexité à la mission du capitaine Leclerc, qui devait non seulement enquêter, mais aussi convaincre de la légitimité et de l'urgence de son action. Le défi le plus pressant restait la construction d'un dossier judiciaire solide. Si les archives révélaient un schéma d'union consanguine troublant, prouver la contrainte astérisque dans chaque mariage représentait un obstacle majeur. Manon était la seule à avoir brisé le silence, son témoignage, bien que poignant, devait être étayé par des faits irréfutables pour tenir devant les tribunaux. Comment démontrer que des générations de femmes et d'hommes avaient été forcées, sans documents, sans plainte antérieure, sans marque visible de violence directe? L'emprise psychologique, si difficile à matérialiser, était au cœur de cette affaire. Le capitaine Leclerc savait qu'il faudrait plus que des indices pour faire plier Gaston Vidal, et son système. Il faudrait des preuves concrètes, arrachées au silence et à la peur. Capitaine Leclerc, consciente de la complexité de l'emprise, décida élargir le cercle de l'enquête, au-delà des méthodes policières classiques. Elle sollicita l'aide d'experts en sociologie rurale et en psychologie spécialisés dans les phénomènes d'isolement communautaire. Ces spécialistes, habitués à décrypter les dynamiques de groupes fermés et les mécanismes de coercition psychologique, devaient aider à comprendre comment un tel système avait pu perdurer sans être dénoncé. Leur analyse permettrait de cerner les subtilités de l'autorité exercée par Gaston Vidal et d'identifier les signes, souvent invisibles, de soumission et de résignation chez les membres du clan. Il ne s'agissait plus seulement de traquer des faits, mais de démanteler une structure mentale, un conditionnement hérité sur plusieurs générations, rendant la tâche d'autant plus délicate. Le travail d'archives, déjà entamé, fut intensifié. Le capitaine Leclerc fit appel à des historiens et des généalogistes professionnels, dont l'expertise dépassait la simple consultation des registres d'état civil. Leur mission, plonger dans les profondeurs de l'histoire locale, explorer les archives notariales, les cadastres anciens, voir les correspondances privées, ou les chroniques régionales si elles existaient, afin de reconstituer l'itinéraire du clan Vidal sur plusieurs siècles. L'objectif était de débusquer les origines de cette endogamie quasi systématique, de comprendre si elle relevait d'une tradition ancestrale dévoyée, ou d'une dérive plus récente. Chaque parcelle de terre, chaque alliance matrimoniale du passé, chaque testament pouvait révéler les motivations profondes de Gaston et de ses ancêtres, et ainsi étayer la nature coercitive de ces unions. Parallèlement, des contacts discrets furent établis avec des journalistes d'investigation réputés pour leur travail sur les faits de société complexes et les communautés marginalisées. Non pas pour une publication immédiate, mais pour échanger sur les méthodologies d'approche de ces groupes hermétiques. Ces journalistes, souvent confrontés à des murs de silence similaires, possédaient une connaissance précieuse des techniques d'infiltration douce, de l'art d'établir la confiance avec des individus méfiants, et des réseaux d'informateurs locaux. Leur expérience pouvait offrir des pistes inattendues pour percer l'omerta qui protégeait le clan Vidal, en identifiant par exemple des points de fragilité dans leur isolement, ou des personnes susceptibles de briser le silence sous certaines conditions. Écho de l'affaire, bien que maintenue confidentielle par l'enquête, commença à atteindre les oreilles de certaines associations spécialisées dans la lutte contre les mariages forcés et l'aide aux victimes d'emprise. Alertées par des signaux faibles, ou par des contacts indirects avec le réseau de soutien de Manon, ces organisations offrirent leur expertise. Elles proposèrent non seulement un soutien psychologique et juridique pour Manon, mais aussi des outils d'analyse pour la gendarmerie, basés sur des cas similaires qu'elles avaient traités en France ou à Oulips, étrangers. Leur implication était cruciale. Elles légitimaient l'approche du capitaine Leclerc, et fournissaient des ressources précieuses, pour comprendre les mécanismes de victimisation et de survie, dans des contextes d'oppression familiale aussi extrêmes. La difficulté majeure demeurait la matérialisation de l'emprise psychologique, élément central, pour prouver la contrainte. Les experts psychologues, désormais pleinement intégrés à Kiel, équipe d'enquête, commencèrent un travail délicat
évaluation et de soutien auprès de Manon. Leur objectif n'était pas seulement d'accompagner la jeune femme dans son traumatisme, mais aussi de documenter avec précision les techniques de manipulation et d'intimidation utilisées par Gaston Vidal. Chaque récit de Manon, chaque souvenir douloureux, était analysé pour en extraire les preuves tangibles de cette coercition invisible, mais dévastatrice. Il s'agissait de construire un dossier inattaquable, capable de démontrer aux juges que la liberté de consentement n'avait jamais existé au sein du clan, et que la fuite de Manon N n'était pas un acte isolé, mais la conséquence d'une oppression systémique. Le travail acharné des historiens et généalogistes dépêchés par la capitaine Leclerc commença à porter ses fruits, mais pas là où ils s'y attendaient. Au-delà des registres d'état civil, leur quête les mena vers des archives privées, celles d'un ancien notaire de Saint-Giron, dont les descendants, après quelques réticences, consentirent à ouvrir les vieilles malles poussiéreuses. C'est là, dans un recoin oublié, qu'une découverte inestimable fut faite. Un grand cahier relié de cuir, jauni par le temps, un véritable journal de famille tenu avec une méticulosité obsessionnelle par les patriarches Vidal successifs, remontant à près de 2 siècles. Ce n'était pas un document officiel, mais un témoignage intime et brutal de la lignée, une sorte de bible interne au clan, où chaque alliance, chaque naissance, chaque arrangement, était consigné, avec une précision effrayante. La première page, calligraphiée d'une écriture ancienne, portait le titre sans équivoque, « Le livre des alliances pures des Vidal ». La lecture de ce « livre des alliances pures » fut un choc pour les enquêteurs. Il ne s'agissait pas seulement d'un arbre généalogique, mais d'une véritable doctrine, un manuel de survie et de domination. Chaque union y était justifiée par la nécessité de préserver les terres et le sang, de ne pas diluer l'héritage. On y trouvait des annotations explicites sur les mariages arrangés dès le plus jeune âge, des promesses faites entre familles pour unir des cousins germains, parfois même des enfants, des mentions codées, des symboles, laissaient deviner les résistances brisées, les récalcitrants remis dans le droit chemin par la volonté supérieure. Plus glaçant encore, des passages rédigés de la main de Gaston Vidal lui-même, jeune homme, décrivaient avec une froide détermination sa propre adhésion à cette idéologie, et comment il comptait en assurer la pérennité. Le document révélait une emprise idéologique et générationnelle, d'une ampleur insoupçonnée. Ce carnet, macabre témoignage d'une histoire secrète, changeait radicalement la donne de l'enquête. Il ne s'agissait plus de simples indices ou de témoignages isolés, mais d'une preuve matérielle irréfutable de la volonté délibérée du clan Vidal, et en particulier de Gaston, de maintenir un système endogame coercitif, violant les libertés individuelles sur plusieurs générations. Le livre des alliances pures transformait le récit de Manon, jusque-là poignant mais difficilement objectivable dans son entièreté, en un dossier judiciaire d'une solidité inédite. Il offrait aux gendarmes une compréhension profonde des mécanismes d'emprise et de la justification interne de ces pratiques, fournissant un éclairage crucial sur la psychologie du patriarche. La capitaine Leclerc sentit une vague d'espoir, mais aussi une immense responsabilité. Ce document était la clé pour libérer d'autres victimes, passées et présentes. La découverte du « livre des alliances pures » fut un choc, non seulement pour le capitaine Leclerc, mais pour toute équipe d'enquête. Ce document inestimable, véritable confession séculaire d'une emprise familiale, contenait les preuves irréfutables d'un système coercitif, perpétué de génération en génération. L'information, d'une gravité sans précédent, ne pouvait rester confinée indéfiniment. Bien que les gendarmes s'efforcent de maintenir le secret de l'instruction pour la bonne marche de l'enquête, la nature explosive de cette révélation créa une pression interne immense. La nécessité d'agir vite, de protéger d'autres victimes potentielles, devint une évidence impérieuse. Le procureur Moreau, informé des dernières avancées et de la matérialisation de l'emprise, comprit que cette affaire dépassait désormais le cadre habituel des délits ruraux, pour toucher au cœur des libertés fondamentales. La machine judiciaire s'apprêtait à s'emballer, portée par la force brute de cette preuve. Le temps de l'observation était révolu, celui de l'action imminente. Malgré les précautions prises par la gendarmerie pour préserver la confidentialité de l'enquête, la nouvelle du livre des alliances pures commença à filtrer. Des murmures se propagèrent au-delà des murs de la brigade de Saint-Giron, atteignant les oreilles de certains journalistes d'investigation qui avaient été discrètement contactés en amont. Écho de l'affaire, d'abord une rumeur persistante prit de l'ampleur. La presse régionale, puis nationale, s'intéressa de plus près à ce clan des Pyrénées, dont on disait qu'il pratiquait des mariages forcés. Les articles initiaux, prudents, évoquaient des soupçons et des anomalies généalogiques.
sans nommer directement les Vidal, mais le ton était donné. La curiosité publique éveillait, avide de comprendre comment une telle situation pouvait échapper à la vigilance républicaine. Puis, l'inévitable se produisit. Le 27 octobre, 10 jours après la fuite de Manon, le quotidien Astérisque, Le Monde Astérisque publia en une un article choc intitulé « Les mariages secrets des Pyrénées, quand la tradition dévore la liberté ». L'article, fruit d'un travail d'enquête approfondi, révélait l'existence d'un clan familial isolé, dont les pratiques endogames étaient étayées par des documents d'archives, et le témoignage anonymisé d'une jeune femme en fuite. Sans dévoiler l'intégralité des preuves en possession de la gendarmerie, le journaliste décrivait un système ancestral de purification du sang et de conservation des terres, par des unions forcées, parfois entre cousins germains, bafouant ouvertement la loi française. La mention de l'article 222-14-4 du Code pénal, relatif au mariage forcé, fut martelée, soulignant la gravité de l'affaire. La publication de l'article provoqua une onde de choc à travers le pays. L'indignation fut immédiate et généralisée. Les réseaux sociaux s'emparèrent de l'affaire, des hashtags comme #Justice pour Manon et #Clan Vidal firent leur apparition. Des associations de défense des droits des femmes et de lutte contre les mariages forcés montèrent au créneau, exigeant des réponses et une action rapide des autorités. Des figures politiques, des élus locaux aux ministres, furent interpellés, contraintes de s'exprimer sur ce scandale, qui remettait en question l'efficacité du contrôle républicain sur l'ensemble du territoire. Le procureur Jean-Luc Moreau et le capitaine Sophie Leclerc se retrouvèrent sous les projecteurs, la pression publique, ajoutant une dimension supplémentaire à une enquête déjà complexe et délicate. La quiétude des Pyrénées ariégeoises était brisée, et avec elle, le silence qui avait si longtemps protégé le clan Vidal. Le palais de justice de Foix, habituellement silencieux et austère, était ce jour-là le théâtre d'une tension palpable. L'affaire Vidal, propulsée sous les feux des projecteurs nationaux, attirait une foule dense, des journalistes aux associations de défense des droits. Au centre de l'attention, Manon Dubois, digne malgré la fragilité de ses 19 ans, s'avançait à la barre. Face à elle, dans le box des accusés, Gaston Vidal, le patriarche, affichait un visage impassible, presque hautain, son regard défiant la cour et le public. Ses traits burinés ne trahissaient aucune émotion, comme si les accusations qui pesaient sur lui, étaient qu'un lointain écho sans fondement. L'air était lourd, chacun retenant son souffle alors que Manon commençait son récit, sa voix d'abord tremblante, puis se raffermissant, emplie d'une détermination inébranlable à raconter sa vérité. Était le début d'une confrontation inoubliable, l'instant de vérité tant attendu. Avec une clarté déchirante, Manon décrivit son existence volée au sein du clan Vidal, un monde où l'amour-haine était qu'un mot vide de sens, remplacé par des arrangements dictés par la tradition et le maintien des terres. Elle raconta l'enfance effacée, les jeux jamais joués, les rêves jamais formulés, car tout son destin était déjà écrit par Gaston et ses prédécesseurs. Ces mots peignaient un tableau glaçant de l'emprise psychologique, la peur constante, le sentiment d'être une propriété, l'absence totale de choix, même celui de se vêtir, de parler, ou d'aimer. Les silences étaient aussi éloquents que les paroles, laissant deviner l'ampleur du traumatisme. Dans la salle, on pouvait percevoir des sanglots étouffés, des visages pétrifiés par l'horreur de ce récit, tandis que Gaston, imperturbable, semblait défier Paul, émotion collective, campé sur ses certitudes ancestrales. L'audience était suspendue à chaque mot, ressentant la douleur et l'injustice. Le procureur Jean-Luc Moreau, voix calme mais implacable, prit alors le relais, interrogeant Manon avec une précision chirurgicale, soulignant chaque élément qui prouvait la contrainte. Il démonta méthodiquement la défense attendue de Gaston, celle de la tradition et du bien de la famille, en opposant à chaque argument une référence claire aux droits fondamentaux de l'homme, à la liberté individuelle et à l'article 222-14-4 du Code pénal. Le procureur insista sur le fait que la tradition, aussi ancienne soit-elle, ne pouvait jamais justifier l'asservissement d'un individu. Le bras de fer était intellectuel et moral, opposant deux visions du monde irréconciliables. La tension atteignit son paroxysme lorsque Moreau, se tournant vers Gaston, lui demanda s'il comprenait l'ampleur de la souffrance qu'il avait infligée. Une question à laquelle le patriarche ne répondit que par un silence lourd, loli, œil toujours aussi impénétrable. Le verdict historique contre Gaston Vidal a résonné bien au-delà des murs du tribunal de Foix, provoquant une onde de choc sans précédent dans la société française. L'affaire Manon Dubois,
est rapidement devenu un symbole national de la lutte contre l'emprise familiale et les traditions archaïques qui bafouent les droits fondamentaux les plus élémentaires. Les médias ont continué de relayer l'histoire avec une ferveur inédite, ouvrant un débat crucial sur la surveillance des communautés isolées et la nécessité impérieuse de renforcer la protection des individus vulnérables. Des colloques, des émissions spéciales et des documentaires ont vu le jour, forçant la République à regarder en face ces zones d'ombre, ces poches d'autonomie où la loi du silence avait si longtemps régné en maître absolu. Manon, bien qu'aspirant légitimement à l'anonymat pour se reconstruire, est devenue, malgré elle, une figure emblématique, un mémorial vivant à la résilience et à la puissance inébranlable de la vérité. Son courage a inspiré des milliers de personnes à travers le pays, prouvant qu'il est toujours possible de briser le joug de l'oppression, même face à des siècles de tradition. En réponse à l'indignation publique généralisée et à la gravité des faits révélés par le macabre livre des Alliances pures, le gouvernement français a annoncé une série de mesures concrètes. Si aucune nouvelle loi n'a été spécifiquement créée dans l'urgence, les décrets d'application de l'article 222-14-4 du Code pénal, relatif au mariage forcé, ont été considérablement renforcés, et des directives claires ont été envoyées à toutes les préfectures et aux parquets pour une vigilance accrue concernant les communautés dites fermées ou isolées. Des campagnes de sensibilisation aux droits individuels, notamment en milieu rural, où l'information circule parfois moins, ont été lancées, soulignant avec force l'importance du consentement libre et éclairé dans toutes les unions. Pour les membres du clan Vidal, la sentence de Gaston a été un véritable séisme, une rupture brutale avec leur mode de vie ancestral. Les enfants ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ASE, entamant un long et délicat processus de déconditionnement. Les adultes, brisés par des décennies d'un mode de vie imposé, ont été confrontés à une liberté nouvelle, souvent vertigineuse. Leur reconstruction psychologique et sociale s'annonce longue et complexe, nécessitant un accompagnement soutenu pour les aider à se réapproprier leur identité et leur place dans une société qu'ils n'ont jamais vraiment connue. L'affaire du clan Vidal et le courage inouï de Manon Dubois nous rappellent avec force que même dans les recoins les plus reculés de notre pays, la République doit veiller sans relâche à ce que les droits fondamentaux et la liberté individuelle soient non seulement proclamés mais aussi et surtout respectés. C'est une histoire qui a secoué les consciences nationales, un témoignage poignant et essentiel de la résilience et de la force inébranlable de l'esprit humain face à l'oppression la plus insidieuse. Si ce récit vous a profondément touché, si la quête acharnée de justice de Manon a résonné en vous et éveillé votre propre sens de la justice, alors votre soutien est crucial. Astérisque. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations approfondies sur ces affaires qui sortent de l'ordinaire. Laissez un like pour soutenir notre travail essentiel, et plongez immédiatement dans notre prochaine vidéo, sur les mystères non résolus des Cévennes. Une autre affaire qui mettra votre sens critique et votre capacité d'analyse à rude épreuve. Astérisque. Votre soutien inestimable nous permet de continuer à explorer ces zones d'ombre de notre société, et à donner une voix puissante à ceux qui ont été réduits au silence par des systèmes archaïques.